ce soir, nous accueillons les équipes de Lariboisière et de Bichat et nous abordons les soins en cardiologie. Donc, vous allez voir deux présentations emblématiques des prises en soins et des traitements en cardiologie contemporains, et puis aussi avec une projection vers les prochaines années. Donc, l'équipe de l'hôpital Lariboisière a choisi de vous parler de la prise en soin de l'infarctus du myocarde. Ils vont dérouler pour vous le parcours clinique, le parcours de soins du patient. L'équipe de Bichat arrive avec une présentation encore plus originale autour du travail au sein d'une salle de soins de cardiologie dite hybride. Ils vont expliquer ce qu'est une salle hybride, en tout cas à Bichat, et les activités qu'ils y pratiquent. Mais juste avant de leur donner la parole pour développer leur présentation, on va les laisser se présenter individuellement. Ils vont nous dire leur nom, leur prénom, le site dont ils sont originaires, et puis leur métier, et puis depuis combien de temps ils le pratiquent sur cet hôpital. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Elijah Batsi, je travaille au CERCAN, au Centre d'éducation et de réadaptation cardiaque de Lariboisière depuis 3 ans et je suis enseignante en activité physique adaptée à la santé. Bonjour à tous, moi je suis Laetitia Lac, infirmière en cardiologie à l'hôpital Lariboisière depuis maintenant 9 ans et plus spécifiquement en salle de coronarographie depuis 6 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Malika Azaoui, je suis infirmière en service de cardiologie de l'hôpital Lariboisière depuis plus de 15 ans. Je suis actuellement de nuit, mais j'ai également travaillé en grande équipe et en salle de coronarographie. Bonjour, Samantha Godet, je suis infirmière depuis un petit peu plus de 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais de la coro et un petit peu plus d'1 an sur l'hôpital Bichat. Bonjour, je m'appelle Eddy, je suis infirmier depuis 3 ans, donc jeune infirmier. Ça fait exactement 1 an et demi que je travaille en cardiologie interventionnelle. Et avant, j'ai pu travailler dans différents services de cardiologie pour voir la cardio dans ses modalités. Voilà, moi, je m'appelle Anna Martin, et je suis suivante au bloc de chirurgie cardiaque Bichat depuis 2013. Bien. Alors, nous allons peut-être commencer avec l'intervention de la cardiologie à Lariboisière. Alors, Laetitia, l'infarctus du myocarde, en France, je crois que ce sont 80 000 personnes qui sont concernées chaque année. 80 000 personnes par an et c'est un taux de mortalité de 15%. C'est une des premières causes de mortalité. Alors, comment êtes-vous organisé? Parce que ces chiffres de mortalité ont beaucoup diminué ces dernières années, parce que les services de cardiologie, les premiers secours ont été totalement réorganisés. Comment cela se passe? Il y a déjà un grand développement des salles de coronarographie. Il y a aussi la rapidité de la prise en charge maintenant, donc avec l'intervention des services d'urgence, qui est indispensable. Je sais que ça peut paraître évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. D'après nos patients, de bien connaître les numéros d'urgence, notamment le 15 ou le 112 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers, au moindre symptôme. Donc, c'est vrai qu'il faut être très très rapide dans l'infarctus du myocarde parce que le temps est compté. Donc, le développement des services d'urgence et des salles de coronarographie fait que les prises en charge rapides permettent une meilleure récupération et de donner de meilleures chances aux patients. D'accord. Alors, en pratique, ça se passe comment? Les secours ou une équipe du SAMU amène dans votre salle de coronarographie? Soit le patient présente des symptômes typiques ou atypiques selon certains patients, et vont directement appeler le service du SAMU. Et donc, le SAMU va amener ces patients en salle de coronarographie. Soit le patient se présente directement dans un service d'urgence. Et là, le service des urgences transfère le patient. Voilà. Donc, prise en soins initiale, intra-hospitalière, dans la salle de coronarographie. Alors, quel est votre rôle? Comment vous faites? Déjà, je vais commencer par expliquer ce qu'est la coronarographie. C'est un mot qui est peut-être un peu compliqué et inconnu pour certaines personnes. Donc, c'est un examen qui va permettre de visualiser les artères coronaires. Donc, ce sont les artères qui couronnent le cœur, qui apportent l'oxygène au muscle cardiaque. Et donc, cet examen est réalisé grâce à l'émission de rayons X et d'injection de produits contrefilés. Un infarctus du myocarde aussi, c'est une thrombose d'une de ces artères coronaires. Donc,
c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un caillot de sang qui va venir obstruer l'artère coronaire dans sa totalité. Et là, le temps nous est compté parce que c'est un phénomène qui est à la base réversible, mais au-delà de 30 minutes, il y a un processus de nécrose du muscle cardiaque qui va débuter. Et donc, au bout de 6 heures, on a déjà perdu, on a 50% de mort cellulaire et 100% à 12 heures. Donc, il faut vraiment aller très très vite. Le temps, c'est du muscle. À moindre symptôme, il faut appeler le SAMU ou se présenter aux urgences pour désobstruer l'artère. Donc, comment ça va se passer? Donc, le SAMU ou les services des urgences va contacter le médecin en unité de soins intensifs de cardiologie pour informer d'un patient victime d'un infarctus du cardiaque. Ce médecin va donc nous informer, nous, de la salle de coronarographie. Donc, les infirmières vont commencer par préparer la table opératoire en y ajoutant le matériel stérile qui va être nécessaire à la réalisation de l'examen. Ensuite, donc, le patient va arriver en salle de coronarographie, donc soit accompagné par l'équipe du SAMU ou par le médecin des urgences. Une infirmière va l'installer sur la table d'examen, donc elle va le scoper, lui poser une seconde voie veineuse périphérique, préparer le point de fonction. Donc, cet examen se fait très régulièrement par voie radiale, donc c'est au niveau de l'artère radiale, au niveau du poignet. Quelques rares fois par voie fémorale si les accès radiales sont pas possibles. La seconde infirmière va, elle, vérifier l'identité du patient, donc toujours dans le respect des règles d'identité et de vigilance. Elle va mettre en place le bracelet d'identification et elle va l'enregistrer dans le logiciel. Elle va également relever les informations importantes, telles que les allergies, le poids, la taille et le nom et l'heure des médicaments administrés, donc soit par le SAMU, soit au service des urgences. Donc, une fois que le patient est installé, nous allons habiller le médecin en stérile, c'est un examen qui se fait en stérile. Nous allons lui donner les médicaments nécessaires au démarrage de l'examen. Donc, pendant que le coronarographie, ça s'appelle le médecin en coronarographie, va réaliser l'anesthésie locale et poser le désiré artériel du cathéter dans l'artère, nous allons rassurer le patient en lui expliquant l'examen, si son état nous le permet, bien sûr, parce que parfois on a des patients qui sont très très douloureux ou très anxieux, et dans ce cas, on administrera des médicaments, soit pour la douleur, soit pour l'anxiété. Ces administrations de médicaments se font sur prescription médicale orale et ce sera réajusté à la fin de l'examen par écrit. Donc, ensuite, l'examen commence. Donc, la coronarographie est réalisée. Elle est suivie très régulièrement d'une angioplastie coronaire, donc avec la pose d'un stent. Une angioplastie coronaire, ça permet de rétablir la circulation sanguine dans cette artère coronaire qui est totalement obstruée. Grâce à la pose d'un stent, donc c'est un petit ressort qui va être placé sur la paroi de l'artère pour la maintenir ouverte. Donc, pendant l'examen, une des infirmières va réaliser un bilan sanguin complet, surveiller les paramètres vitaux du patient, donc pression artérielle, saturation en oxygène et surtout l'électrocardiogramme, afin de prévenir les complications et notamment les troubles du rythme d'un infarctus du myocarde. On peut retrouver la fibrillation ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, mais il faut toujours garder un œil sur l'électrocardiogramme. À la fin de l'examen, la seconde infirmière, excusez-moi, elle s'occupe de donner tout ce qui est matériel stérile au médecin. Puis, à la fin de l'examen, nous allons réaliser un pansement compressif au niveau de cette artère radiale parce qu'il y a un risque de saignement important. Ensuite, nous allons transférer le patient dans son lit avec un scope et un défibrillateur de transport et nous allons l'emmener en unité de soins intensifs de cardiologie. Le patient, il doit toujours être scopé de son arrivée en salle de coro jusqu'à sa chambre en unité de soins intensifs, justement pour prévenir ce que je viens de vous dire, les troubles du rythme qui peuvent être gravissimes dans une situation cardiaque. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir Donc, un monitoring complet, une surveillance visuelle, clinique et paraclinique constante, y compris pendant les moments de transfert. Et ensuite, après la salle de coronarographie, arriver dans l'unité de soins intensifs de cardiologie. C'est ça. Et là, Malika, c'est peut-être vous qui vouliez nous parler de Tout à fait. cette partie. Donc, une fois la coronarographie terminée, comme le disait Laetitia, le patient est transféré en salle de soins intensifs, en service de soins intensifs, où je vais le prendre en charge. Donc, ce patient, comme le disait si bien Laetitia, doit être scopé jusqu'à la fin de son séjour en soins intensifs pour prévenir notamment les risques de troubles du rythme, je les rappelle, la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire et parfois
l'arrêt cardiaque. Donc, il est très important de bien surveiller que le patient, qu'il soit bien scopé et que la surveillance soit bien adaptée, parce que notamment l'introduction de traitements spécifiques va dépendre de cette surveillance. Si le patient commence à avoir quelques troubles du rythme, le cardiologue va d'emblée mettre en place des traitements, notamment des bêta-bloquants, pour éviter ces troubles du rythme. Donc, le patient est installé en chambre. Alors, c'est assez rapide, hein. Il est installé en chambre, on surveille tous les paramètres vitaux, la tension, le pouls, la saturation, la température, notamment la durée, ce qui est très important. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où le patient souffre et qu'il est pris en charge par le SAMU, la priorité, c'est de le soulager. Donc, il va recevoir des antalgiques de palier 3, notamment de la morphine. De plus, au cours de la coronarographie, il va recevoir du produit de contraste qui peuvent entraîner des défaillances, une insuffisance rénale. Et donc, la diurèse doit être surveillée de façon constante et rapprochée. Donc, la surveillance des paramètres vitaux. Il est important également, au moment d'installation du patient, de lui rappeler que si devant toute douleur, il doit nous appeler, nous prévenir, pour qu'on puisse réaliser un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme va nous permettre d'identifier, si oui ou non la douleur est d'origine cardiaque en post-coro. Et va permettre aussi aux médecins d'apprécier l'amélioration ou l'aggravation de son ECG par rapport à l'électrocardiogramme de départ. Donc, tout ça, c'est très important de lui rappeler. Il faut aussi le rassurer parce qu'un fond douloureux peut persister après la coronarographie. Et la douleur thoracique est très anxiogène chez le patient. Je me permets, Malika, de m'arrêter un petit peu sur la douleur thoracique, parce que pendant la préparation de ce rendez-vous, vous avez insisté avec Laetitia pour bien distinguer pour nos étudiants qu'en fonction du genre, on peut avoir des douleurs, des manifestations qui sont totalement différentes. Peut-être que c'est important de le préciser pour nos étudiants. Tout à fait. Donc, alors, dans les définitions, l'infarctus du myocarde, la douleur apparaît comme une douleur constrictive, une oppression, irradiant au bras gauche, à la mâchoire, parfois dans le dos. Il faut savoir qu'en fonction du sexe, cette douleur peut ne pas être la même. Chez les hommes, effectivement, on va avoir cette douleur thoracique, constrictive, oppressive, irradiant dans le bras gauche. Chez les femmes, elle peut se manifester différemment. Ça peut très souvent être une douleur épigastrique, comme un mal d'estomac. Il peut y avoir des sueurs, des nausées, des vomissements associés à cette douleur, ce qui n'est pas du tout caractéristique de la douleur comme elle est identifiée dans les textes. Chez les diabétiques, excusez-moi. Oui, je t'en prie, justement. Chez les diabétiques notamment, cette douleur va apparaître à l'effort. Peu importe le sexe à ce niveau-là, mais va apparaître à l'effort et va se calmer ou s'atténuer à l'arrêt de l'effort. Donc, il est important de prendre en considération ce que le patient nous explique de cette douleur et surtout d'effectuer un électrocardiogramme devant un doute. Voilà. Juste le séjour dans l'unité de soins intensifs, en moyenne, c'est combien de temps? Il faut compter environ 3 jours. 3 jours. Alors, tout dépend de la gravité de l'infarctus du myocarde. Pour un infarctus du myocarde qui a rapidement, dont le flux sanguin était rapidement rétabli, ça s'est très bien déroulé, que les examens qui ont été réalisés en soins intensifs sont satisfaisants, le patient, au bout de 3 jours, va rentrer à domicile avec un suivi cardiologique tous les 3 mois, pendant 1 an, puis ensuite ils seront espacés. Pour le cas où l'infarctus du myocarde est beaucoup plus grave, alors il y a 2 solutions qui se présentent. Soit il va être transféré en unité de médecine cardio pour la poursuite du bilan, avec des examens beaucoup plus prononcés, tels que l'IRM cardiaque et le scanner, les échographies. Donc, il y a toute une série d'examens complémentaires qui vont être réalisés, avec ensuite un suivi une prise en charge en réadaptation cardiaque, en externe. Voilà. Il y a une 3e option aussi qui se présente.
où là, le patient va être transféré directement en centre d'hospitalisation de réadaptation cardiaque en attendant de poursuivre les examens. Mais là, ce cas, c'est vraiment dans les IDM très sévères où l'ischémie le muscle cardiaque a été très, très intense. Pour reprendre, sans rentrer trop dans les détails des différentes phases, donc une prise en charge initiale en salle de coronarographie, un séjour en unité de soins intensifs, peut-être un petit peu de temps à l'hospitalisation conventionnelle avant le retour au domicile. Une troisième phase du traitement à lariboisière possible, c'est Hélène qui va nous en parler. Alors, à la suite de leur hospitalisation potentielle, pourrait durer à peu près 3 semaines. Ils sont vus par des cardiologues qui leur font une consultation, donc un bilan sur toutes leurs capacités fonctionnelles, à savoir les capacités cardio-respiratoires, les capacités musculaires. Donc, ils passent une épreuve d'effort, un test d'effort maximal, à l'issue duquel on transmet une prescription médicale, parce qu'on agit uniquement sous prescription médicale. À partir de ce test d'effort et d'autres examens tels que l'échographie et prise de sang la plupart du temps, on reçoit le patient en entretien individuel et donc on lui pose quelques questions pour connaître ses motivations, ses habitudes d'activité physique ainsi que tous les objets qu'il a à disposition pour pouvoir continuer à pratiquer. On adapte la programmation des séances de réadaptation avec lui en fonction de tous ces paramètres-là. Et on lui expose un petit peu comment se déroule une séance, à savoir qu'il aura un échauffement, une session d'endurance de 30 minutes sur un ergomètre et des étirements. Après, le patient voit une équipe pluridisciplinaire en fait. Je ne suis pas la seule à intervenir dans le centre de réadaptation, je représente un petit peu le centre. Il est face à des psychologues, des tabacologues si besoin, une assistante sociale, une diététicienne. Il aura un suivi pluridisciplinaire et il aura des entretiens individuels ou collectifs, ça dépend de la forme. Pendant ces séances, on répertorie ces paramètres vitaux. Donc, ça nous permet d'adapter l'intensité à laquelle on va le faire travailler, parce que du coup, c'est très dépendant. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de l'environnement, parce qu'en fait, le lieu où vous travaillez, vous, c'est un gymnase, une salle de sport, avec des équipements spécifiques pour faire l'activité physique et aussi pour monitorer en même temps l'effort. Alors, on a un centre de référence, je tiens à le préciser, parce qu'on reçoit des patients qui viennent effectivement directement de la Lariboisière, mais on reçoit aussi des patients qui viennent d'autres hôpitaux. Et on a la chance, dans le cas d'avoir un grand gymnase, dans lequel on a une quinzaine d'ergomètres différents, de type tapis, vélo, rameur, et ça permet d'adapter au mieux, déjà en fonction des envies et des habitudes des patients, mais aussi en fonction des pathologies des patients. Ça nous permet d'adapter au maximum. Au cours de la réadaptation, on peut éventuellement avoir recours à une unité de soins intensifs, parce que parfois, il arrive que les patients aient encore des troubles du rythme. Donc, certains sont stoppés de nouveau, toujours sous prescription médicale. Et on a un système d'urgence en cas de besoin, avec un bouton qui nous permet de contacter directement l'unité de soins intensifs pour pouvoir intervenir en cas de besoin. En fait, vos unités sont très proches. C'est ça, exactement. On interagit tout au long de la prise en soin du patient. Merci pour cette première série de témoignages sur Lariboisière. Nous allons partir de la découverte de la salle hybride, donc à Bichat. Et Anna, peut-être c'est vous qui allez nous expliquer la définition de cette salle hybride. Oui, je vais essayer. En fait, la salle hybride, c'est une salle de cathétérisme dans une salle de bloc, avec une atmosphère contrôlée. D'accord. Alors, on a toutes les technologies avancées qu'on peut trouver dans une salle de cathétérisme, voilà, dans une salle de bloc. Mais ça appartient au bloc opératoire, oui, tout à fait, avec une atmosphère contrôlée et tous les dispositifs médicaux qui vont avec. Alors, si j'ai bien compris, suivant les jours de la semaine,
dans cette Oui. salle, on peut pratiquer des activités différentes. Ça peut être des activités chirurgicales, d'autres plus de la cardiologie interventionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? En fait, c'est une salle qui est partagée par d'autres disciplines, par les vasculaires, où ils font des angiographies, ils font aussi des interventionnels, et après de la cardiologie interventionnelle. Alors, il y a 2 jours pour les vasculaires, pour la chirurgie vasculaire, et 3 jours que c'est pour la cardiologie. Et vous intervenez dans le cadre de la chirurgie vasculaire? Oui, non, je viens pour la cardiologie. La cardiologie. Et voilà. Et les autres jours, je travaille dans la chirurgie cardiaque, dans les blocs de chirurgie cardiaque. D'accord. Alors, pour nos étudiants, dans la partie chirurgie cardiaque, c'est un peu comme ça. On va y arriver. Dans la partie chirurgie cardiaque, quels sont les types d'interventions que vous réalisez dans cette salle? Vous pouvez nous en citer une ou deux pour illustrer un petit peu? En fait, pour le moment, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque en salle hybride. On a nos salles, sauf si on a besoin d'une salle en urgence. Alors là, on est amené à prendre la salle hybride. Alors, dites-nous votre intervention en tant qu'IBOD dans la salle hybride. Voilà. Ça fait rire Samantha. Non, parce que c'est une salle de bloc opératoire. Alors, on travaille en équipe et vraiment, on est 2 disciplines qu'on travaille ensemble et comme c'est et la cardiologie interventionnelle et une salle de bloc opératoire, il faut qu'il y ait une IBOD pour gérer la salle d'opération. Et en fait, voilà, la cardiologie interventionnelle, on peut être amené à convertir. Alors, vous avez bien compris que ça soit dans un bloc opératoire. Nous avons des infirmières diplômées d'État en soins généraux et puis une infirmière spécialisée en bloc opératoire. Et la particularité au sein de cette salle, c'est que vous associez vos compétences. Voilà, exactement. C'est ça. C'est une collaboration entre infirmiers de bloc et infirmiers structurels en cardiologie interventionnelle. Et alors, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette collaboration? Comment vous l'avez construite? Parce que je crois que c'est quelque chose que vous faites depuis quelques années. 2 ans. 2 ans, oui, presque. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience qui est assez originale. Il nous a été proposé et vraiment, ça a été. En fait, on l'a pris, moi en tout cas, j'étais partant parce que c'est une façon de développer une autre compétence, une bicompétence, parce que mon activité en chirurgie cardiaque et avec la cardiologie interventionnelle, laquelle j'apprends plein de choses. Et voilà, et ça m'a fait augmenter mes compétences, en fait. Parce que c'est 2 professionnelles. équipes dédiées. C'est-à-dire qu'il y a de base, c'est souvent les équipes, c'est une équipe dédiée à la chirurgie cardiaque et une équipe dédiée à la cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire que nous, on ne fait, par exemple, moi et mes autres collègues, on ne fait que de la cardiologie interventionnelle, on ne fait pas de chirurgie cardiaque. Alors qu'Anna fait de la chirurgie cardiaque, mais vient pour la cardiologie interventionnelle. Sur quasiment toutes les procédures, on a quasiment systématiquement une IBOD, sauf quand elles ont une urgence et qu'elles doivent se détacher du coup pour aller sur leur spécialité. Mais l'intérêt, c'est en fait d'avoir 2 disciplines complètement différentes, mais traitant la même maladie cardiovasculaire. Et du coup, ça permet et d'avoir des apports théoriques, mais aussi des apports, on va dire, techniques. C'est-à-dire qu'on a des méthodes de fonctionnement qui sont différentes. Et en fait, on se rend compte qu'en les mettant ensemble, on optimise au maximum cette possibilité de prendre en charge sur tous les plans le malade. C'est-à-dire que nous, il y a des choses, je ne sais pas, dans le traitement, par exemple, du matériel, de l'organisation de la salle, qu'on n'a pas l'habitude de gérer parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est indispensable en cardiologie interventionnelle. Et du coup, d'avoir une IBOD qui est vraiment là et qui est pointue dans ce cœur de métier. Cet aspect-là, il est important pour nous, pas du tout. Voilà, on a ce côté-là. Et nous, on a cette possibilité, par exemple, à Anna ou à ses collègues, d'apporter la théorie, mais aussi la technique qui est utilisée parce qu'elle est complètement différente de la chirurgie cardiaque traditionnelle. Alors justement, pour nos étudiants, est-ce que vous pourriez, Samantha ou Eddy, nous donner quelques illustrations des activités, des actes qui sont pratiqués? Il y a un panel assez large. Peut-être 2 ou 3 emblématiques pour nos étudiants. Essentiellement, la maladie dégénérative de la valve cardiaque ou de la maladie congénitale. On traite aussi des maladies congénitales des valves cardiaques ou des qualités cardiaques. Donc, l'activité principale quand même de notre salle hybride s'appelle le TAVI. C'est-à-dire que c'est un changement de valve aortique. On parle par voie percutanée.
C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le thorax, comme dans la chirurgie cardiaque traditionnelle. On va passer par ce qu'on appelle les abords naturels. On va utiliser essentiellement les voies fémorales. Il arrive d'utiliser d'autres voies, mais c'est très spécifique. On va passer par les artères fémorales et les veines fémorales pour atteindre le muscle cardiaque et la tuyauterie cardiaque, entre guillemets, pour faire gros. Et du coup, on minimise le risque lié à la chirurgie cardiaque et donc à l'hypotonie. Donc, peut-être rappeler pour nos étudiants que la valve aortique, c'est celle qui s'ouvre et qui se ferme à la fin de l'aorte et qui permet de remplir le cœur. Et une fois que le cœur s'est bien rempli, de pouvoir éjecter le sang qui est oxygéné dans le reste de nos organes, le cerveau, les reins, le foie, tous les organes qui nécessitent de l'oxygène pour fonctionner. Donc cette valve, elle permet de distribuer et de nourrir l'ensemble de nos organes. D'accord. Il arrive de temps en temps qu'elle ait besoin d'être remplacée. Donc... avec l'âge, c'est comme de la plomberie, il y a du calcium qui se dépose sur les parois, et puis ce calcium empêche les valves de bien s'ouvrir. Et du coup, c'est des choses qui, pour les patients, majorent les risques cardiovasculaires. Essoufflement à l'effort. Voilà, essoufflement à l'effort, la syncope aussi, parce que, par exemple, chez les patients qui sont sujets à avoir un rétrécissement de l'aorte, on peut avoir des patients qui font des syncopes comme ça, vraiment à l'emporte-pièce, et on se rend compte que le diagnostic qui est posé, c'est un rétrécissement de l'aorte calcifié. Et donc, vous collaborez dans cette salle des professionnels paramédicaux avec différentes spécialités médicales et chirurgicales aussi. Vous pouvez nous les citer aussi, qui sont les médecins qui interviennent dans... Alors, on a nos cardiologues interventionnels, on a une équipe d'anesthésie, puisque c'est des procédures qui se réalisent soit sous anesthésie régionale, soit sous anesthésie générale. On a parfois des chirurgiens qui interviennent quand on a des complications, qu'on a des difficultés à passer par l'abord choisi initialement. On peut avoir aussi un apport de chirurgien vasculaire. On n'arrive pas, effectivement, quand on a des soucis au niveau des apports vasculaires, on peut intervenir. On peut avoir aussi l'aide des rythmologues. Quand, après un TAVI, un patient a besoin d'un pacemaker et qu'il ne peut pas rester comme ça 48 heures avec un dispositif provisoire, dans ce cas-là, l'équipe de rythmologie peut intervenir derrière. D'accord. Là, il va compenser un bloc auriculo-auriculaire. Voilà, par exemple. Un pacemaker que le patient pourra garder de manière temporaire ou... Alors, il y a dans le TAVI... dans la procédure, on a même utilisé un PM, il y a un pacemaker externe, justement, pour stimuler. Mais parfois, on se dit, non, ce patient, on ne peut pas le laisser comme ça avec ce truc provisoire parce qu'on sait que dans 48 heures, de toute façon, on va devoir l'appareiller et que potentiellement, ça peut se compliquer. Donc, dans ce cas-là, il décide de poser le pacemaker. Alors, Eddy, j'ai entendu tout à l'heure, ça fait 3 ans que vous travaillez dans cette salle. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail au quotidien? Déjà, la chance de voir des cœurs tous les jours. Alors, on a l'opportunité, même si on les voit sous rayon HIT, mais on voit du coup le cœur tous les jours. On peut travailler aussi avec une équipe pluriprofessionnelle, le partage de connaissances. Le fait que en fait, la cardiologie chirurgicale, telle qu'on la connaît, elle est en train de tendre et évoluer petit à petit vers cette cardiologie interventionnelle. Donc, en fait, être sur la pointe de la technologie médicale. Le fait d'avoir accès, en fait, finalement, au dernier équipement, de voir vraiment l'imagerie en elle-même, c'est vraiment une chance, je trouve, qu'on a de pouvoir... participer à de la recherche. Exactement. On expérimente. Il y a beaucoup d'avenir. Quand il y a beaucoup d'avenir, c'est que vous savez déjà que dans les prochaines années, les prises en soin des patients vont évoluer. Peut-être qu'il n'y aura plus que la valve aortique que vous allez remplacer sous cette forme-là, mais que aussi les autres valves. C'est cela que vous pensez? C'est une tendance à l'avenir invasive, c'est le moins invasif. On imagine du coup une chirurgie quand même qui est très invasive. On va faire ça un pour la valve vitrale, avant c'était chirurgical. Maintenant, c'est rendu compte qu'en utilisant la même technologie que pour le TAVI, le changement de la valve aortique dans le percutané, on a des résultats qui sont très probants et ça minimise encore une fois les risques chirurgicaux. Alors en écoutant, je me disais qu'il fallait quand même des cœurs et des vaisseaux. C'était une spécialité qui est la pompe, la tuyauterie, c'est exactement ça. Mais c'est aussi aimer travailler dans un environnement pluriprofessionnel et aussi avec beaucoup de technologies autour de soi. Parce que vos salles, ce sont des équipements biomédicaux
locaux très sophistiqués qui évoluent sans cesse. Vous avez aussi des partenaires industriels avec lesquels qui font un laboratoire privé, finalement, avec lesquels on travaille. Effectivement. Qui sont aussi des partenaires de travail dans la prise en soin et puis l'évolution des technologies et des thérapeutiques qui vont être proposées. Donc, si j'ai bien compris, vous avez encore envie de vous investir en cardiologie. En fait, ça évolue tellement vite. C'est-à-dire qu'il y a du nouveau matériel, enfin, il y a du nouveau matériel tous les jours. C'est bien que c'est une formation qui si on reste 10 ans là, pendant 10 ans, on va voir des nouvelles choses pendant 10 ans. Parce que ça dépend, oui, Et des fois, on a à peine fini d'être opérationnel sur un truc, il y a un nouveau truc qui est sorti. Voilà, on repart encore sur autre chose. Justement, je m'apprêtais à vous poser une question. Pour être opérationnel, pour vous sentir à l'aise dans le travail, ce n'est pas votre premier poste, vous avez une expérience avant. À un moment donné, vous avez choisi de vous investir dans cette salle, dans ces prises en soins particulières, de haute technologie qui demandent de développer des compétences nouvelles et renouvelées sans cesse. Quand vous arrivez sur ce type de poste, je pense que vous êtes accompagné. Et combien de temps, au bout de combien de temps vous êtes autonome pour prendre soin Je pense que ça dépend. Ça dépend de votre expérience professionnelle parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique. Tout à l'heure, les collègues en parlaient. Il y a l'aspect technique, on surveille les constantes, on surveille l'électro, on sait reconnaître des troubles du rythme, mais il y a tout l'aspect relationnel, d'être capable de prendre en charge dans un contexte anxiogène, ça va aussi dépendre de nos capacités à nous, à gérer vos émotions, à gérer nos propres émotions, effectivement, et à gérer une situation qui se complique. Parce que même quand on a 10 ans de carrière, il peut y avoir des situations compliquées. Et pourtant, on sait faire les choses, mais ce jour-là, parce que je ne sais pas pour quelle raison, on est peut-être un petit peu plus stressé. Et voilà. En fait, il faut garder une certaine humilité là-dessus. C'est-à-dire que même si on sait faire des choses et qu'on sera capable de les faire encore pendant 10 ans, 20 ans, il y a des situations qui parfois nous échappent. Et c'est là qu'on doit pouvoir être capable de se raccrocher à sa collègue et de dire au secours. C'est bête, on le voit même quand on perfuse simplement un malade, on est bonne piqueuse, on sait perfuser des malades, et puis ce jour-là, voilà. Et donc, on peut dire, enfin, moi perso, je dirais au bout de 1 an, être serein sur les techniques, sur le matériel, sur les procédures, je pense qu'il faut quand même une année, en sachant qu'on n'est jamais tout seul. Voilà, c'est-à-dire que même sur une urgence d'astreinte, on a nos collègues du SIM qui sont avec nous, qui peuvent gérer toute la partie. Même question à vos collègues de Lariboisière, la coronarographie, c'est pareil, c'est une organisation particulière, c'est des prises en soins qui doivent aller très vite dans un contexte d'urgence. Comme l'a dit la collègue, c'est une question de temps, de personne, c'est vraiment très personnel, ça dépend de chacun. Il y a quand même des profils. Voilà, il y a des personnes qui sont très à l'aise tout de suite avec l'urgence, de par leur personne, de leur vécu, et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. L'avantage vraiment, c'est qu'on n'est jamais seul. Et on peut toujours demander à l'aide à ses collègues, et ça vraiment, c'est un avantage. À contrario, il faut être aussi capable de se positionner comme j'accepte de me faire commander par mon collègue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego. L'ego, il n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a qui vont être plus techniques, il y en a qui vont être plus relationnels, il y en a qui vont avoir les deux. Et dans une situation d'urgence ou dans une situation où il faut être toujours concentré sur ce qu'on fait, il faut être, pour moi, je sois capable, même si Eddy n'a que 3 ans de diplôme, de me dire, c'est un mental, non, tu fais ça. Alors, j'ai vu en même temps que vous parliez, il y a Malika et puis Laetitia qui opinent et qui vont tout à fait dans votre sens. Mais je crois que c'est assez typique des prises en soins en urgence et dans un environnement technologique. Donc, c'est la cohésion d'équipe qui est très importante. Très important. L'unité, la cohésion dans l'équipe est très importante. Surtout la nuit, où on se retrouve isolé, où la plupart du temps, étant chat noir, on se retrouve derrière des situations qui dérapent assez rapidement. Il est vrai que, je prends exemple pour toi Laetitia, mais il y a aussi certaines de ses collègues, elles se sentent déjà rassurées que moi, l'ancienne, dans le service, ayant fait de la corpo, ayant aussi un tempérament assez prononcé, je puisse à certains moments prendre en charge les choses en main, sans forcément leur prendre leur place, hein, mais à un moment donné, on est fatigué,
On ne sait pas pourquoi ce jour-là, il n'y a rien qui va. Et là, Malika va prendre. Voilà, je vais dire non, tu vas faire ci, tu vas faire sans forcément se sentir commandée. Mais comment Moi, à 4h30 du matin, quand on vient d'avoir la 3e cour de la nuit et que. Il y a une pause, ça part un petit peu en vrille et que là, le patient va devoir aller en réanimation parce que ça ne va pas du tout. Et bien, même moi, je dis, je surveille le CG, les filles. Enfin, il faut savoir reconnaître ses limites. Oui. Il y a des moments compliqués. Dans la situation, il faut vraiment, et c'est vraiment cette unité, cette cohésion d'équipe qui est importante. Je ne pas hésiter pour les infirmiers qui sont en unité de soins intensifs ou en hospitalisation conventionnelle, à ne pas hésiter, dès qu'ils ont un moment aussi, à venir faire des coraux avec nous, parce que c'est vrai qu'ils sont pris aussi dans leur charge de travail, et puis le temps passe, et puis quand ça fait 2-3 mois qu'ils ne sont pas venus avec nous sur une astreinte, et ben, du coup, tout de suite, ils ont un peu moins de repères, et c'est vrai que la chance qu'ils ont, c'est qu'on est vraiment un service. Les unités sont proches, et vous n'hésitez pas hésiter à venir participer. Et je crois que dans le parcours de stage des étudiants que vous accueillez, parce que vous accueillez beaucoup d'étudiants en stage en cardiologie à Lariboisière, il y a aussi un temps qui peut se faire dans la salle de coronavirus. Oui, un temps obligatoire. Quand un infirmier prend son poste en cardiologie, il a 15 jours de formation en cardiologie interventionnelle, pour salle de coronarographie. Et après, il peut venir donc nous rejoindre sur les urgences. Si jamais, au-delà des 15 jours, il ne se sent pas prêt, il peut éventuellement prolonger jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise. Il faut quand même se sentir à l'aise pour venir en coronarographie. Parce que quand on se retrouve seul avec cette personne, on peut aussi compte aussi sur cette personne. Comme on est partie Laetitia dans notre conversation, j'ai oublié de regarder si nos invités avaient des questions à vous poser. Alors, on va se prendre quelques secondes pour éventuellement les regarder. Marina, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a Anne-Caroline qui d'abord vous remercie d'être là ce soir pour répondre à leurs questions. Donc, elle demande si les IFSI de Paris ont-ils des spécificités qui les différencient les uns des autres sur les critères qui seraient à prendre en compte pour choisir un parmi d'autres. Donc, une question un peu plus globale sur les IFSI. Alors, les instituts de formation en soins infirmiers de la France entière répondent aux mêmes obligations en termes de formation. Et voilà, cette différence, c'est qu'ils ont des situations géographiques différentes et des opportunités de stage qui peuvent être différentes suivant le territoire sur lequel ils sont localisés. Et sinon, on forme en France de manière nationale nos infirmières et nos infirmiers de la même manière. Voilà, ils acquièrent tous les mêmes compétences, même si après, ils vont en développer d'autres pendant leur parcours professionnel. Est-ce qu'on a une autre question? Tout à fait. Alors, Ouriane demande, je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a une mutualisation du personnel dans la salle hybride? Alors, qui répond? Samantha? Je ne comprends pas l'absence de mutualisation personnelle. À ça. Alors, soit Ouria va nous préciser par écrit ce qu'elle entend par mutualisation, si elle a le temps de le faire. Peut-être, je vais essayer d'interpréter sa demande. Pourquoi vous ne comprenez pas le sens de mutualisation? Vous aurez peut-être à employer un autre terme, Samantha. Alors, en fait, nous, la salle hybride, ici, elle fonctionne. C'est-à-dire que la cardiologie interventionnelle qui se trouve au 6e étage, l'équipe de cardiologie interventionnelle travaille dans les salles de coro dédiées purement à la coronarographie, mais c'est la même équipe de coronarographie qui travaille en salle hybride. Anna, qui par exemple travaille en chirurgie cardiaque, peut avoir des activités de chirurgie cardiaque pure dans lesquelles nous n'intervenons pas, mais elle intervient dans notre activité à nous, et vice-versa. Elle n'intervient pas, par exemple, dans nos salles de coronarographie, sauf si il y a des complications, il faut poser une ECMO, par exemple. On a vraiment chacune notre activité dédiée et on se retrouve sur ces activités-là. On travaille ensemble. Il y a 2 équipes dédiées, mais à la fois,
ces deux équipes dédiées se retrouvent en salle hybride. Sans présent dans le futur, Voilà. en fait. Donc, dans hybride, c'est plutôt, on va mixer. C'est l'hybride, on mixe la rétro, le vasculaire, la choro. Donc, j'espère que Auria aura mieux compris. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, Auria vous remercie pour vos précisions. Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez intervenir? Qu'est-ce que vous voulez rajouter à vos premiers témoignages, aux premières interventions? Parce que je crois que nous allons arriver bientôt au terme de l'enregistrement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette spécificité, mais c'est vrai qu'on fait des astreintes également. C'est vrai que nous, du coup, on est des infirmiers qui sont un peu spécialisés. On n'a pas la caractéristique de spécialisation, mais pourtant, voilà, on est infirmiers en soins généraux, mais spécialisés au catégorie. Et donc, vu qu'on est une équipe, on est une petite équipe qui est formée sur ce type de poste, on travaille en astreinte, c'est-à-dire que la nuit, on doit être joignable et disponible vis-à-vis de l'hôpital en vue d'une urgence, d'un infarctus ou d'un patient qui arrive dans l'urgence justement pour pouvoir le traiter directement au sein du cathétérisme. Donc ça veut dire que tout au long de l'année, il y a une organisation avec une liste Exactement. d'infirmiers qui attendent Exactement, la disponibilité de chacun, c'est ça. Du coup, l'intérêt de faire intervenir d'autres personnes que l'équipe de cardiologie interventionnelle pure et dure, quand il est 3 heures du matin, vous vous appelez, vous êtes en train de dormir, vous ne comprenez pas ce qui se passe, votre téléphone sonne, d'arriver et de se dire ça va, j'ai ma collègue qui est là, elle a avancé le travail. En fait, ça apporte une espèce de sérénité dans une situation qui... Moi, ma première astreinte, je me souviens, mon téléphone m'a sonné, j'ai crié, j'ai fait « Oh putain !» C'est ça, les gens se tremblent. Je suis arrivée, je ne sais pas comment j'ai compris, je suis arrivée, je tremblais. Je me suis dit « Non mais ça, je ne peux pas faire ça tous les jours. » Et en fait, d'arriver, de me dire « Ça va, il y a ma collègue, elle est là, elle est cool, elle est sereine. » Je peux me reposer sur elle un instant. Voilà, et du coup, si ce n'est pas des choses qu'on fait au quotidien, de faire intervenir notre collègue Anna, de faire intervenir notre collègue Malika, là, on va se retrouver toute seule face à des situations anxiogènes et nous-mêmes encore, on va aggraver le truc parce qu'on est la nuit, parce qu'on est toute seule, parce que le patient a mal, parce que le patient est pas bien, parce qu'il y a la famille qui est dans le couloir et qu'il pleure dans le couloir. Voilà, et de pouvoir se reposer sur des gens qui ont des capacités différentes des nôtres, ça apporte de la sérénité. On est toujours en urgence, donc même les prescriptions sont orales la plupart du temps. Et voir des oreilles, des yeux partout, et même lorsque la situation dégénère. Bon, là, on part sur une réanimation. Le réanimateur, quand arrive, voilà, les prescriptions d'adrénaline, de mise en place des catécholamines, elle se fait oralement uniquement, mais il y a un climat de confiance et de sérénité qui se crée, parce que c'est des équipes qui se connaissent. Je me rappelle encore, c'est vrai que ça fait très longtemps que je regarde. Donc voilà, donc je connais les réanimateurs qui maintenant sont des PH, je les ai connus, certains pour comme des internes. Des cardiologues interventionnels qui étaient internes, que je connais maintenant. Voilà. Donc, il y a tout ce climat de confiance et même, on ne se pose même pas la question de « mais tu ne m'as pas prescrit l'adrénaline ». Non, on y va directement. Parce que on y va, l'urgence est là. Le but, c'est de sauver le patient, d'optimiser ses chances, d'optimiser nos chances de le sauver, enfin, d'améliorer son état de santé. C'est hyper important. Alors moi, je reviens sur, effectivement, la cardiologie interventionnelle est très spécifique et c'est vrai que c'est des infirmiers en soins généraux qui pratiquent ce genre de choses au quotidien. Je pense que la cardiologie en elle-même est très spécifique, très spécialisée. Et c'est vrai qu'on est des infirmiers des infirmiers en soins généraux, mais spécialisés en cardiologie. Absolument. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait intitulé notre rendez-vous ce soir les soins en cardiologie. Donc nous arrivons au terme de ce 10e rendez-vous avec les étudiants. Merci pour votre présence et vos témoignages. Merci aux étudiants qui nous ont prêté attention. Merci aux équipes de la direction des soins et activités paramédicales, de la direction des ressources humaines et de la direction de la communication qui ont travaillé pour nous proposer ces visioconférences depuis déjà un semestre. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour de nouvelles visioconférences et de nouvelles conversations avec les infirmiers et les infirmières de notre GHU. D'ici là, vous
pouvez voir ou revoir les vidéos du premier semestre en vous connectant sur la chaîne YouTube APHP Nord. Et nous vous souhaitons un très bel été à tous. Bel été. Au revoir. Au revoir. Au revoir.